Donc, bonjour, bienvenue à ce séminaire du SIX. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Victor Piché. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas Victor, il est sociologue démographe. Il a été professeur au département de démographie de l'Université de Montréal jusqu'en 2006, je pense. Il a été directeur du département pendant plusieurs années. Il a publié plusieurs ouvrages sur la sociologie des populations, sur la démographie sociale et sur la démographie québécoise. Il est maintenant chercheur invité à la chaire Oppenheim en droit international à l'Université McGill que dirige François Crépeau. Victor a beaucoup travaillé en Afrique. Il a réalisé de grandes enquêtes sur la migration, a beaucoup publié sur les liens entre emploi et migration dans plusieurs capitales africaines, donc Bamako, Dakar et Ouagadougou. Il a également beaucoup travaillé sur l'intégration ou l'insertion des immigrants au Québec à partir d'une enquête longitudinale initiée par Jean Renaud. Il a publié plusieurs numéros. Il a édité notamment un numéro spécial des cahiers québécois de démographie sur l'immigration, donc en 2002-2003. Ses recherches récentes portent sur les droits des travailleurs immigrants au Canada. Il a réalisé une étude pour l'UNESCO sur les raisons pour lesquelles le Canada refuse de ratifier la Convention des Nations unies sur la protection des droits des travailleurs migrants et de leurs familles. Son rapport vient d'être publié en Allemagne dans les presses de l'Université de Osnabrück. Donc, ça vient tout juste d'être publié. Deux autres de ces ouvrages sont soit sous presse, soit en voie d'être publiés. Il s'agit d'une part des textes fondateurs en théorie migratoire contemporaine sous presse à l'INED et également d'un ouvrage « 100 ans de migration de travail au Burkina Faso » en collaboration avec Dennis Cordell de SMU aux États-Unis. Victor a été le responsable scientifique avec Patrick Simon de l'INED et Amélie Gagnon de l'Institut de statistique de l'UNESCO de la première conférence internationale du SIX en 2007 portant sur le thème statistique sociale et diversité ethnique. Et c'est à l'occasion d'une parution très récente d'un numéro de Ethnic and Racial Studies dont plusieurs des articles sont issus de présentations faites à cette conférence-là, que nous avons invité Victor Piché à venir un peu nous parler finalement de la question centrale qu'abordait la conférence, c'est-à-dire la question de la mesure de la diversité ethnique et raciale. Donc, sans plus tarder, Victor. Merci Jean de l'invitation. Quand j'ai reçu l'invitation de Jean, je ne pouvais pas refuser parce que c'est un grand ami. On a beaucoup travaillé ensemble aussi dans le passé. Et en plus, comme ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas touché à ce sujet-là, je me disais que c'est l'occasion de me remettre un peu dans le sujet. Même si le titre utilise le terme « mesurer », nous n'allons pas parler de mesures et d'aspects techniques aujourd'hui parce que ce n'était pas ça l'objet de la conférence. C'est vraiment... et surtout pas l'objet du numéro spécial dont on va parler aujourd'hui parce qu'on a un peu voulu centrer ce numéro sur les aspects plus épistémologiques ou en tout cas une réflexion sociologique sur la signification sociale et politique des catégories et montrer comment ces catégories sont produites dans des circonstances historiques données. Voilà. Juste une petite remarque sur les suites du colloque. Il y a un bouquin aussi qui est en train d'être terminé. Il est terminé, en fait. On attend la dernière touche du co-éditeur. C'est un livre qui est co-édité avec Amélie Gagnon, qui est ici, puis Patrick Simon et moi-même. Le bouquin a été accepté par les presses de l'université, je ne me souviens plus de laquelle. Je ne sais pas si tu te rappelles, Amélie. Et puis, on attend juste la dernière touche d'un des co-éditeurs.
Amsterdam. Oui, c'est ça. Et on espère, nous, on ne peut plus rien faire. On a fait tout ce qu'on avait à faire. Donc, tout dépend de notre coéditeur. Si vous voulez, on peut... je vais aller tout de suite Jean, je ne savais pas qu'on aurait une table des matières pour vous. Je l'avais préparée, mais vous pouvez regarder juste très rapidement. Ça va vous donner une idée du plan et de ce dont il va être question aujourd'hui. Le premier texte, c'est de ça que moi je vais parler, évidemment, puisque je suis un des auteurs. C'est un peu la présentation de ce qu'on retrouve dans le numéro spécial. Vous voyez, le mot en anglais, c'est accounting. Hein, c'est pas exactement mesuré. C'est beaucoup plus large que ce qu'on pourrait imaginer sous le terme mesurer. C'est vraiment comment rendre compte, si vous voulez, de la diversité ethnique et raciale. On va, dans le numéro, il y a donc la situation en Europe, une revue de la situation. Patrick Simon est probablement un des chercheurs les plus spécialisés dans la situation de la production de données ethniques et raciales en Europe, dans l'Union européenne. On va aussi parler de la Hongrie, qui, là aussi, montre les modèles qui sont en compétition pour définir quel type de données on doit produire. Un texte sur une comparaison, si vous voulez, entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada. Comment, encore là, ça s'appelle en anglais « the politics of the census », comment les aspects politiques entrent dans la définition des catégories. Assez intéressant, le texte sur la Nouvelle-Zélande, le suivant, parce qu'on est aux prises avec la même question ici, une nouvelle catégorie ethnique qui s'appelle les Néo-Zélandais, un peu comme on a trouvé ici la catégorie canadienne dans les recensements. Un texte sur l'Afrique du Sud qui, lui, est assez fascinant parce qu'on est passé d'une situation d'apartheid à une situation post-apartheid. Donc, ça pose la question intéressante de qu'est-ce qui arrive aux données ethniques et raciales qui ont été produites dans un contexte d'apartheid. Le Brésil, et là aussi, c'est une expérience qui a été faite sur comment redéfinir les catégories raciales dans le cas du Brésil. Et comment ce sont des groupes qui revendiquent, hein, qui font des pressions. C'est une demande de groupe, si vous voulez, une demande sociale pour changer la façon de définir les catégories. Et enfin, un texte sur les États-Unis là, qui essaie de faire la différence une comparaison entre diverses façons de mesurer l'ethnicité. Donc, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui, très rapidement, hein, parce que je ne suis pas auteur des articles, je peux juste vous les présenter, mais quand même la problématique qui a sous-tendu ce choix d'article, parce que c'est un choix qui a été fait en fonction d'une problématique que nous avions définie et qui a donné ce numéro spécial. Évidemment, ça a pris du temps. La conférence a eu lieu, quoi, en 2002? Non, 2006. Excusez. Ah, c'est pas si long que ça. Fin 2006. Mais c'est très long, les processus de publication aujourd'hui. C'est un peu décourageant d'ailleurs, parce que faut choisir les textes. On les envoie en révision. Il y a eu trois examinateurs. Ils ont demandé des révisions. On retourne ça aux auteurs. Les auteurs prennent du temps à réviser. Nous, on les reçoit. On est obligé de les relire. C'est un processus qui est assez long. Mais le résultat est là. Et puis, en conclusion, vous verrez que malgré le retard dans la publication, les propos qui sont tenus dans ce numéro sont encore très d'actualité aujourd'hui. Et je terminerai avec ça. Alors, je vais aller rapidement, je vous avais présenté la table des matières, mais c'est déjà fait. En 1903, hein, le fameux sociologue américain, afro-américain, Dubois avait, dans un livre, dans The Souls of Black Folk, il avait dit « The problem of the 20th century is the problem of the color line ». C'est assez intéressant parce que c'est en 1903, on est en 2000, je ne me rappelle plus, de 12, la retraite. On est en 2012 et on se pose encore cette question et c'est encore problématique. Et il est vrai que la diversité raciale, de couleur ou ethnique a atteint des niveaux sans précédent dans le monde contemporain. Évidemment, c'est le résultat des migrations de l'Europe ou vers l'Europe et puis des anciens empires coloniaux
et des régions périphériques vers les centres du système mondial. Et la diversité qui est réactivée, en quelque sorte, elle réactive les classifications qui étaient utilisées avant la disqualification du racisme scientifique. Alors, c'est pour ça qu'on a senti le besoin de s'interroger sur la signification sociale et politique des catégories raciales et ethniques. Alors, l'objectif de ce numéro spécial et l'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est de s'interroger sur la production de statistiques ethniques et raciales dans ce qu'on appelle maintenant les statistiques sociales. Moi, je suis au bon endroit pour parler de ça, qui sont en grande partie fournies par les recensements. Dans la plupart des pays, je sais qu'au Canada, il y a aussi des grandes enquêtes, là, mais disons qu'ici, on se concentre beaucoup sur la production des données au niveau des recensements. Les frontières des groupes mesurés dans les recensements varient d'un pays à l'autre et il y a peu de définitions qui sont vraiment universelles. Au contraire d'autres variables en démographie qui maintenant ont des définitions un peu standards un peu partout dans le monde. Alors, les conventions sociales, locales, les traditions politiques, les interdits politiques et la mobilisation sociale et politique imposent des normes collectives et des définitions spécifiques. Il ne s'agit donc pas uniquement de catégories scientifiques produites pour mesurer les changements démographiques ou de faire l'inventaire des vraies et authentiques identités. Ces catégories sont construites socialement, elles sont influencées par les rapports de pouvoir, d'imagerie et les stéréotypes nationaux, des procédures légales et des expériences historiques. Alors, notre point de départ, c'est que la représentation statistique de la diversité constitue un processus qui révèle les fondements des sociétés et leurs choix politiques. Alors, c'est pour ça qu'il peut exister un fossé entre la diversité ethnique et raciale apparente dans la plupart des sociétés et la façon dont celles-ci se perçoivent, c'est-à-dire les groupes minoritaires ou les groupes ethniques, la façon dont celles-ci se perçoivent et ou sont dépeintes dans les statistiques sociales officielles. Alors, les articles du numéro, les spéciales, couvrent un ensemble de réflexions, je dirais autour de 3 questions fondamentales, qui étaient d'ailleurs les questions qu'on avait posées au colloque de 2006. Doit-on compter? Si oui, comment? Et troisièmement, pourquoi compter? Je serai assez rapide là-dessus, parce que c'est surtout le 4e point qui m'intéresse, c'est-à-dire au fait que les articles illustrent chacun à leur façon comment les catégories ethniques et raciales produites sont le résultat de forces sociales contradictoires, ou si vous voulez, de demandes contradictoires. En anglais, on a utilisé le terme competing claims. C'est vraiment des rapports dans les sociétés données qui jouent de façon importante dans la production de ces données. Alors, doit-on compter? La collecte de données, je dis bien la collecte de données ethniques et raciales constitue une question controversée dans de nombreux pays à travers le monde. Évidemment, nous, ici, on n'a pas tellement ce problème-là au niveau de la collecte, mais c'est quand même très important de reconnaître qu'il y a beaucoup d'autres endroits dans le monde où ça constitue un problème. La réponse à la question « doit-on compter » implique une double dimension éthique et pragmatique. Alors, pragmatique, ça veut dire, évidemment, une fois qu'on décide de compter, comment peut-on compter? Et comme on le verra plus loin, pendant longtemps, les classifications ethniques et raciales ont été conçues et utilisées pour ségréger, pour diviser, pour construire des hiérarchies et entretenir des inégalités et des stratifications raciales et ethniques. Mais cet argumentaire classificatoire a changé de façon dramatique, selon nous, de sorte que le bien fondé et la signification de ces données ont changé de façon dramatique, même si les données, je dis 2 fois le mot dramatique, là, mais ça doit être dramatique, effectivement, ont changé de façon importante, même si les données demeurent les mêmes. Vous voyez, ce sont les mêmes données, mais interprétées de façon différemment. Alors, les sociétés qui avaient l'habitude de collecter ces données n'ont pas évidemment besoin de se justifier. On peut très bien décider de ne plus les rendre obligatoires, mais on ne remet pas en question le fait de collecter de telles données, alors que les pays qui n'ont pas cette tradition font face aux défis et aux pressions d'expliquer au public les raisons devant justifier la collecte de données ethniques et raciales. Alors, le dilemme porte... Oh, je m'excuse là, mais... Voilà, c'est ça.
Le dilemme porte sur les deux questions suivantes. Distinguer et caractériser les populations selon leurs origines ethniques, qui constitue un risque de stigmatisation. Donc, ça, c'est vraiment les gens qui sont contre le fait de collecter des données ethniques. Ou au contraire, de telles distinctions constituent un facteur positif pour mesurer et expliquer la discrimination et faire la promotion de politiques davantage inclusives. Et c'est toujours là-dessus que portent les débats actuellement. Et il faut quand même reconnaître, malgré que nous sommes dans une situation ici où ça ne semble pas poser de problème en tant que tel, il faut reconnaître que l'utilisation des catégories ethniques ne va pas sans poser de problème. Et évidemment, il y a une littérature de plus en plus abondante qui aborde la question de la signification de ces catégories. Alors qu'elles soient construites socialement, façonnées culturellement, déterminées biologiquement ou transmises génétiquement, les définitions de la race et de l'ethnicité comme concept et catégories sont loin d'être stables et partagées par les statisticiens, les scientifiques, les responsables des politiques, l'opinion publique. Alors, les liens entre les formulations politiques et les catégories statistiques qui les sous-tendent peuvent être observés, évidemment, dans presque toutes les sociétés. Évidemment, d'un côté, les statistiques officielles de population visent à produire des connaissances sur les dynamiques démographiques, etc. Mais il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire que les catégories, les statistiques constituent aussi un repère, une référence pour les politiques et contribuent à la production et la reproduction de l'identité nationale. Les catégories statistiques à la fois reflètent et affectent les divisions sociales, de même que les représentations sociales dominantes. Et comme le montrent les textes du numéro, et c'est notre hypothèse de base, les définitions résultent de processus historiques de négociation entre les autorités publiques et les forces sociales en jeu. En ce sens, les recensements sont des lieux stratégiques dans lesquels divers points de vue sur la race et l'ethnicité sont confrontés par les statistiques officielles. Alors, donc, les recensements font plus que refléter les réalités sociales, ils participent également à la construction de ces réalités. Juste une petite parenthèse. Je ne sais pas si j'ai... Oui, je dois avoir une petite parenthèse qui est intéressante. Je trouve que ça reflète un peu la nature du débat qui a lieu en France depuis longtemps d'ailleurs. Certains auteurs, dont les moindres, pas les moindres, comme Bourdieu et Vacan, qui ont soutenu que la dissémination de catégories ethniques et raciales dans les débats publics et la recherche scientifique est le résultat de l'impérialisme américain. Patrick Simon, le co-éditeur, a beaucoup étudié cette question-là et alors je vous cite une de ses citations à lui, c'est pas de lui mais de Bourdieu, qui dit « La découverte récente et inattendue de la mondialisation de la race, affirme-t-il, les deux auteurs, ne résulte pas d'une convergence subite des formes de domination ethno-raciale dans divers pays, mais plutôt de la quasi-universalisation du concept américain de race, relevant du folklore, résultat de l'exportation mondiale des catégories américaines. » Évidemment, cette thèse a été très critiquée en France, et en particulier par Patrick Simon. Nous ne sommes pas d'accord avec cette approche. L'expansion des études ethniques en sciences sociales n'est pas un pur artefact de la domination des institutions académiques américaines sur le monde, mais plutôt le reflet de l'émergence de conditions sociales similaires dans les pays multiculturels, ou de plus en plus multiculturels. Alors ici, ce ne sera pas très long, parce que les articles ne portent vraiment pas là-dessus, mais c'est important de mentionner, de rappeler que les choix méthodologiques pour capter l'ethnicité ou la race dans les recensements et les enquêtes sociales sont tout aussi importants que la décision initiale de compter. Il y a tellement de façons de définir l'ethnicité et la race que d'essayer de trouver la meilleure façon de procéder en prenant en compte les spécificités historiques, socio-économiques et politiques de chaque société constitue un défi de taille, et on verra, ce sera la question de la fin, peut-être même que c'est une impossibilité d'arriver à des mesures qui soient universelles et applicables dans toutes les situations. Et comme le montrent les articles du numéro, les exemples de difficultés d'aligner les intentions de mesurer l'ethnicité aux résultats obtenus, quand on essaie de faire confronter, il y a des études énormes, plusieurs études, tant aux États-Unis qu'au Brésil, en Grande-Bretagne,
en partie là où le mixage est important. Et le mixage croissant des populations tend à rendre floues les frontières entre les groupes. Pourquoi compter ou ne pas compter? Pour répondre à cette question, nous avions déjà dans un autre texte suggéré une typologie qui tente d'identifier les diverses façons, les diverses utilisations politiques des catégories ethniques et raciales. Eh bien, la typologie est là. Ce n'est pas exhaustif, là, mais disons que ça rend compte de situations dans plusieurs régions du monde. Alors, je vais les prendre un par un, puis je vais vous donner un peu quelques petits exemples là-dessus. Les deux premiers types reflètent les situations où l'ethnicité ne fait pas partie de la production statistique officielle. Alors, dans le premier cas, ne pas compter au nom de l'intégration nationale, elle est associée à la perspective républicaine, on pense souvent à la France, qui insiste sur une identité nationale unique. Alors, les différences ethniques sont soit niées, ou alors supposées disparaître à travers un processus d'assimilation inévitable. J'ai mentionné le cas de la France, il y a d'autres pays en Europe de l'Ouest qui sont impliqués avec ça, et il y a beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest, et en Afrique en général, qui se situeraient dans cette situation-là, où, au nom de la construction d'une identité nationale, et surtout pour des États faibles qui sortent du colonialisme et qui deviennent des pays indépendants dans les années 60, la question ethnique a été évacuée. Et évidemment, les instituts de statistique ne produisent pas de données sur l'ethnicité. Ça commence à changer. Je vais aller plus loin. Il y a certains recensements dans certains pays où l'ethnicité est demandée, mais ces données-là ne sont jamais utilisées d'une façon officielle. Et encore une fois, on peut comprendre, ça illustre le point du fait que historiquement, les catégories ethniques et raciales sont des catégories qui sont très imbriquées dans ce qui se passe au niveau social et politique. Le deuxième exemple semble un peu contradictoire. On ne compte pas, mais pas parce qu'on veut éviter, parce qu'on trouve le sujet tabou, ou bien pour des raisons de nature républicaine, mais parce qu'il n'y a pas de demande. Ce n'est pas socialement ni politiquement nécessaire, puisque le métissage et le multiculturalisme représentent des valeurs positives. C'est un peu la justification qui est donnée, mais il faut voir qu'on peut aussi compter pour les mêmes raisons. Vous voyez? Ici, évidemment, on se réfère à l'expérience de l'Amérique latine. Dans plusieurs pays, le métissage est valorisé, il est reconnu idéologiquement et politiquement comme représentant une valeur positive. Dans des pays comme le Venezuela, la Colombie, Cuba, la République dominicaine, le recensement ne saisit pas la race ni l'ethnie. Sans aller trop loin dans l'histoire, il y a un des textes, c'est juste une allusion au texte de Deborah Thompson, qui montre que même historiquement, ça a été également le cas en Grande-Bretagne, en ce qui concerne le recensement de 1981. Elle montre qu'au recensement de 1981, il y avait un refus de compter parce que ce n'était pas nécessaire. Les gens ne voyaient pas la nécessité, il n'y avait pas de demande pour ça. Il n'y avait pas donc de demande sociale ou politique pour compter. Le troisième cas, il est très connu. Il est historique. C'est une bonne partie de l'expérience historique associée au colonialisme et la domination impériale. Période où dominent les idéologies racistes, divisant les populations en supérieurs et inférieurs. On peut penser que ces situations-là n'existent plus. Je pense qu'effectivement, il serait difficile de trouver des situations actuelles où on produit des statistiques pour diviser, pour stigmatiser, pour établir une hiérarchie. Je pense que tout ça est basé évidemment sur l'idéologie raciste et qui est évidemment, pour le moment en tout cas, a été un peu battue en brèche par les études scientifiques. Et je pense que l'idéologie dominante aussi n'est pas une idéologie favorable à ce genre de conception. Je rappelle, juste pour la discussion,
que le Canada, pendant longtemps, et les États-Unis aussi, mais le Canada a eu pendant très longtemps une politique raciste, qui a duré jusque vers la fin des années 60. Donc, c'est pas si loin que ça. On n'est pas au Moyen Âge, là. Une politique basée sur des catégories ethniques, ce qu'on appelle les préférences ethniques. Donc, il y avait une hiérarchisation des groupes ethniques dans l'identification des groupes qu'on voulait laisser rentrer au Canada. C'est à partir de la loi qui est presque toujours en vigueur, avec beaucoup de modifications depuis, mais qui a été mise en place dans la fin des années 60, en 62 pour commencer, puis en 68 d'une façon plus définitive, qui est maintenant basée sur les qualifications. Et donc, on a abandonné complètement la notion de groupe préférentiel ou de groupe ethnique préférentiel. Et c'est ce qui a fait qu'au Canada, pour revenir un peu à cette situation-là, pour les gens qui connaissent un peu l'histoire de l'immigration au Canada, c'est ce qui a fait que pendant des années, vous regardez les statistiques, il y a très peu de Noirs, il y a très peu d'Asiatiques qui sont arrivés au Canada. Et ça s'explique par cette façon de catégoriser des groupes. Alors, le quatrième cas, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était un peu l'inverse du deuxième cas. Ici, on veut promouvoir le multiculturalisme, on veut montrer que le mixage se fait, mais que ce n'est pas nécessairement c'est intéressant. Ici, ce qu'on veut démontrer, et c'est le cas du Brésil et de l'Uruguay, ça m'a beaucoup surpris, c'est là on compte, mais pour montrer qu'il y a un mixage qui se fait. Et c'est valorisé. Évidemment, le mixage se fait vers on parle d'une idéologie de l'homogénéité sociale et raciale, qui fait partie de l'imagerie populaire tout au long du 20e siècle, en particulier en Uruguay. Mais les statistiques sont produites pour montrer qu'il y a c'est une société multiculturelle et il y a du mixage et c'est valorisé. Le cinquième cas, que vous connaissez très bien, je pense, c'est le cas des minorités nationales qui se sentent menacées et qui utilisent les statistiques ethniques, on pourrait dire, j'en reparlerai à la fin complètement, les statistiques linguistiques, pour demander davantage de pouvoir, leur permettant de maintenir leur spécificité culturelle. On rencontre ce type lorsque les groupes sont suffisamment nombreux ou constituent une minorité nationale vivant sur un territoire délimité, pouvant revendiquer des changements dans la balance des pouvoirs. Alors, dans ce cas, les groupes minoritaires ayant accès aux données statistiques peuvent documenter leur situation fragile qui leur permettent de faire des demandes pour une place davantage équitable dans la société. Évidemment, vous avez reconnu le Code du Québec, et je terminerai là-dessus. D'ailleurs, je vais revenir sur le Code du Québec, étant donné ce qui se passe actuellement avec les données linguistiques qui sont publiées. Je ne serai pas long, 2-3 minutes, mais je vais faire le lien avec ce que j'ai présenté aujourd'hui, le passage de groupe ethnique à groupe linguistique dans le Code du Québec. Enfin, le sixième cas, qui est le plus important à mon avis, il est apparu récemment et il implique un renversement complet de la perspective raciste. C'est compté pour combattre les discriminations. La demande de production de statistiques ethniques et raciales est basée ici sur les besoins de faire le suivi. Le terme anglais, c'est monitoring. Là. Je sais que beaucoup de gens l'utilisent en français, mais pour faire le suivi des programmes de lutte contre les discriminations. Et ce cas touche presque tous les pays qui produisent de telles statistiques. C'est-à-dire que c'est l'argument maintenant utilisé pour justifier la collecte de données ethniques et raciales. En Europe, je reviendrai tout à l'heure, mais comme en France, évidemment, à partir du moment où le gouvernement, l'État, met sur pied des programmes antidiscriminatoires, comme le cas de l'Union européenne, par exemple, ça diffère, c'est variable d'un pays à l'autre, automatiquement, si vous avez un programme, vous avez besoin de statistiques pour faire le suivi. Et c'est le débat actuel en Europe. Beaucoup de pays résistent à l'idée de produire des données ethniques, mais à mon avis, c'est une question de temps. Et comme l'a démontré d'ailleurs François Héran dans un très beau texte sur les statistiques officielles en France, il démontre que de toute façon, en France, déjà, il y a plein de données raciales, ethniques, qui existent dans les grandes enquêtes, etc. Peut-être pas dans le recensement en tant que tel. Ce qu'il
fait que pour lui, la question est plus ou moins pertinente. Mais les débats, je ne sais pas si vous êtes au courant des débats parmi les scientifiques français, sont très virulents, très, très virulents. Juste une dernière petite remarque sur la typologie. On ne doit pas utiliser cette typologie de façon unilatérale. Les catégories ne sont pas mutuellement exclusives. Plusieurs façons, plusieurs conceptions peuvent exister dans la même société. D'ailleurs, c'est ce qui explique qu'il y a des compétitions, qu'il y a des contradictions. Et puis, ça peut aussi évoluer dans le temps. Dans le même pays, on peut passer d'un groupe à l'autre. Okay? Mais c'est intéressant, je trouve, en tout cas, là, c'est heuristique, c'est pédagogique, si vous voulez. Ça permet un peu de voir, de mettre de l'ordre un peu dans ce qui se passe un peu partout dans le monde, parce que les situations sont extrêmement très, très variables. Et ça permet de voir qu'il y a plusieurs façons de concevoir l'ethnicité et la race dans la production ou la non-production de statistiques officielles. Dans le texte, dans le numéro que vous avez, dont il y a des questions ici, évidemment, nous situons, tous les textes se situent dans cette perspective-là. Okay? C'est tous des textes qui ne posent pas la question doit-on compter, mais qui disent pourquoi compter. C'est bien parce que c'est nécessaire dans la situation actuelle. Alors, c'est ça, c'est... Donc, pour passer à la dernière partie, où là je vais parler des articles individuels, c'est vraiment ce que je viens de dire qui est je veux dire, derrière les textes qui sont dans le numéro, c'est-à-dire la production de ces données ethniques et raciales se font toujours dans des contextes de compétition par rapport au modèle que l'on veut implanter. Hein? On a ce genre de débat au Québec sur quels sont les meilleurs indicateurs linguistiques, quels sont les indicateurs linguistiques que l'on doit prendre. Il y a des dissensions, il y a des différences d'opinion sur ces questions-là au Québec, et ça existe aussi dans la plupart des autres sociétés. Alors, dans son article, Patrick Simon démontre que, enfin, il présente en fait une revue, si vous voulez, des situations dans l'Union européenne, que dans le contexte européen, les réponses politiques à la diversité sont loin d'être homogènes. Vous voyez, le mot diversité ici est clé. Hein. Tant qu'il n'y a pas de diversité, la question ne se pose pas. C'est à partir du moment où il y a de la diversité produite d'ailleurs par l'immigration, automatiquement, vous avez une situation, en tout cas, qui pose la question. Est-ce qu'on veut la mesurer, cette diversité, ou non? Hein? Et pour le moment, les réponses en Union européenne sont loin d'être homogènes. Près de la moitié des pays européens ne produisent pas de données ethniques actuellement. Et parce qu'il y a une opposition assez forte à la collecte de telles données. Mais, et ça malgré la législation antidiscriminatoire récente de l'Union européenne, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il n'y a toujours pas de consensus sur la meilleure façon de collecter de telles données. Alors, il y a deux problèmes. Un, il y a des pays qui ne veulent pas les collecter. Et comme il n'y a pas de consensus, on se sert de ça pour dire, mais de toute façon, il n'y a pas de consensus sur la meilleure façon de collecter de telles données. Ça pose tellement de problèmes, alors pourquoi est-ce qu'on collecterait ces données? Vous voyez, c'est les deux arguments qui sont utilisés. Alors là aussi, ce que nous dit Patrick, c'est qu'il y a un problème de compétition entre divers modèles de la diversité, de la perspective assimilationniste, qui est très associée à la perspective dont j'ai parlé républicaine de tout à l'heure. Hein. La perspective assimilationniste si vous collectez des données, ce serait pour vous montrer qu'il y a assimilation, mais elle n'est pas du tout dans une optique de multiculturalisme. Et d'une façon générale, dans l'Union européenne actuellement, la conclusion de Patrick Simon, c'est que la collecte des données ethniques ne rencontre pas les standards requis pour le suivi des actions positives ou des actions antidiscriminatoires. Ah, excusez. Le cas du Brésil. Ici, c'est l'exemple où, historiquement, on a toujours défini la population brésilienne en trois catégories. La catégorie des Blancs, des Noirs
et les mixtes. En anglais, même, ils utilisent le terme brown, hein, les bruns. Donc, c'était les trois catégories qui ont été utilisées historiquement. Cette classification est de plus en plus critiquée à cause du fait, en particulier parce que le groupe noir trouve que cette façon de classifier les gens dilue la population noire, c'est-à-dire qu'on la trouve divisée. Il y a les blancs, puis après ça, il y a les noirs, puis il y a les mixtes. Et c'est une demande croissante qui vient justement de ces groupes pour tenir compte de cette situation. D'ailleurs, ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle fait justement une analyse empirique avec trois scénarios, si vous voulez. Ça, c'est des choses qui se font de plus en plus maintenant dans les enquêtes. Le premier scénario, c'est l'autoclassification. Les gens, il y a les trois catégories officielles, blanc, noir, blanc, brun, et les gens s'auto-identifient. Okay? Deuxième scénario, on a, c'est toujours de l'autoclassification, mais il y a juste deux catégories. Okay? Il y a le blanc et une autre catégorie qui est noir et brun, noir et mixte. Okay? Juste deux catégories. Et la troisième, c'est dans un format binaire, donc qui présente, c'est blanc et noir, mais ils ont combiné ici mixte et brun. Dans d'autres cas, je pense qu'ils ont mis juste blanc et autre. Et ça je ne me souviens plus exactement le détail. Ce que ça donne comme résultat, c'est que si vous prenez la classification A, le Brésil a une population blanche, à peine majoritaire, une population mixte importante et une population noire très petite. Okay? Avec le scénario B, le Brésil devient à moitié blanc, à moitié non blanc. Ah voilà, le deuxième, c'était blanc, non blanc. Okay? Et avec le scénario C, le Brésil devient une population largement blanche avec une minorité noire. Alors, ça montre la façon de présenter des résultats ou de classifier les gens donne une structure ethnique et raciale assez différente. Et je n'ai pas le temps d'en parler ici, mais dans l'article, elle montre toute la discussion qui vient surtout des populations noires qui ont voulu, qui insistent pour se transformer un peu les catégories du recensement. Ils ne veulent pas être noirs, finalement. Ils ne se considèrent ni blancs ni noirs. Il y en a quand même une bonne portion qui se considère blanc, là, mais... on ne veut pas être noir quand on est un peu pâle. Ouais, exactement. Mais je pense que c'est une étude qui vaut la peine d'être lue attentivement parce que, évidemment, dans 2 minutes, je ne peux pas faire le détail, mais c'est, comme tu dis, c'est assez subtil la façon qu'ont les gens de se considérer. D'ailleurs, il y a une autre étude qui revient un peu sur cette question de si on s'auto-classifie versus si quelqu'un me classifie. C'est quel est l'impact sur le revenu? Je vais en parler tout à l'heure. C'est une étude qui était faite aux États-Unis. Un des résultats inattendus, là, en ce qui concerne, si on se met dans cette optique de competing claims, de demandes contradictoires dans une société donnée, c'est l'apparition de cette catégorie néo-zélandaise. On pourrait dire la catégorie canadienne dans le recensement du Canada. Alors, ce qui est significatif selon les auteurs, c'est que cette catégorie réfère plutôt à la nation plutôt qu'à un groupe particulier. La campagne néo-zélandaise s'appelait « Declare Your Pride ». L'équivalent canadien, d'ailleurs, à un certain recensement, c'était « Count Me Canadian ». Illustre le fait que les groupes dominants perçoivent que leurs intérêts ne sont pas reflétés dans les catégories officielles. Ainsi, donc, en accord avec l'approche qu'on utilise, nous, des revendications ou des demandes en compétition, cette réponse pourrait constituer un déni de l'importance de l'ethnicité et ou une façon de contourner la menace perçue par la menace perçue du pluralisme ethnique. Il est intéressant de noter que cette approche colorblind, c'est une expression anglaise que j'aime bien,
habituellement réservé pour le cas exemplaire du républicanisme français, est en train de gagner en importance dans les pays traditionnels d'immigration. Et Deborah Thompson, dans son article, dont je vais parler tout à l'heure, va jusqu'à suggérer que cette approche va dans le sens des élites du Parti républicain qui sont en faveur d'une seule boîte sur tous les recensements fédéraux qui indiquerait américain. Donc, il y a cette nouvelle tendance-là, et l'interprétation qu'il suggère pour le cas du Nouvelle-Zélande, je ne l'ai pas vue ici, mais ce serait intéressant de voir si l'apparition de cette catégorie canadienne n'est pas aussi une façon un peu de rendre ces données-là tout à fait inutilisables, si vous voulez, parce que tout le monde est canadien. Et donc, ça montre un peu l'esprit qu'il y a derrière cette catégorie. Alors, justement, s'agissant de l'article de Thompson sur la comparaison entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada, elle s'est surtout concentrée sur le rôle de l'État dans la prise de décision. Comment l'État arrive à prendre des décisions pour inclure les catégories raciales. Et elle, ici, elle s'est plutôt penchée sur la catégorie mixte, qui apparaît dans des recensements, qui disparaît, etc. Ce qu'elle montre, c'est que c'est l'adoption du paradigme multiculturel en Grande-Bretagne, et aux États-Unis aussi, et multiracial, qui fait la différence. Qui a fait la différence dans la reconnaissance des catégories mixtes comme un attribut positif. Parce qu'avant, on avait tendance à ignorer cette catégorie. Alors, c'est un exemple intéressant de séquence causale, si vous voulez, allant de l'émergence de la diversité à l'engagement politique et finalement à la reconnaissance d'une société multiculturelle et les changements législatifs qui l'ont accompagné. Le recensement devient alors un instrument de la gestion de la diversité. Encore une fois, la connexion n'est ni automatique, ni unilatérale, à cause justement de l'existence de ces revendications contradictoires et en compétition. Il faut voir aussi que, comme le montre l'article de Thompson, il y a eu un long écart, un long espace de temps entre l'adoption de ce qu'on appelle en Angleterre le Race Relations Act, hein, qui mettait en place donc des mesures multiculturelles, axées sur le multiculturalisme. Ça a pris 15 ans avant en Angleterre et 10 ans au Canada, après l'adoption du programme d'égalité en emploi au Canada, 10 ans avant qu'on ait des statistiques qui soient produites en fonction de cette façon de concevoir la diversité. Alors, ce qu'elle dit, c'est que la législation est nécessaire, mais elle est insuffisante pour amener des changements dans la collecte et la production de statistiques. La Hongrie. C'est un autre cas qui illustre les effets des revendications en compétition. Le temps file, là, je vais peut-être accélérer. Il y a trois modèles qui s'affrontent et pour chacun des modèles, c'est des données différentes qu'il faut collecter. Vous avez la perspective collective d'autodétermination. Celle-là, évidemment, vise à identifier les minorités historiques, ce qui exclurait les immigrants récents. C'est un peu la situation dans certains pays en Europe. Le cadre des droits individuels insiste plutôt sur la protection et la confidentialité. Là, évidemment, on est réticent à produire des données, sauf si on peut garantir la protection et la confidentialité. Et finalement, le modèle d'inclusion sociale, alors c'est celui dont on a parlé depuis tantôt, l'utilisation des données pour le monitoring. Dans le cas de la Hongrie, d'abord, elle montre que le fait que ces trois modèles en compétition existent dans la même société produit la confusion, parce qu'on a parfois des données qui vont dans un sens, parfois dans un autre, mais aussi, ce qu'elle montre, c'est que le modèle, c'est le modèle 1 qui prédomine actuellement. Ce qui fait qu'en Hongrie, les données sont surtout utilisées pour énumérer des minorités nationales. L'Afrique du Sud, très rapidement, les données raciales ont été conçues, élaborées sous un régime d'apartheid, avec une idéologie raciste de hiérarchisation des groupes dans la société entre inférieurs et supérieurs, inférieurs. Au lendemain de l'apartheid, on collecte et on produit les mêmes données. Il n'y a pas eu de changement dans les données, mais cette fois-ci, on s'en sert dans l'optique de la typologie, le type numéro 6 dans la typologie, on s'en sert pour démontrer la discrimination des inégalités sociales dans la société. Très intéressant. La même
la même façon de concevoir l'ethnicité et la race, qui était très critiquée sous l'apartheid. Il y a des tonnes de travaux qui ont été faits pour critiquer ces données qui étaient utilisées à des fins discriminatoires et racistes, sont maintenant toujours produites, parce qu'on aurait pu s'imaginer qu'on arrête de produire ces données, sont toujours produites, mais cette fois-ci dans tout à fait un autre frame, tout à fait une autre façon de voir les choses. Je termine avec ça. Ici, c'est un exemple de travail où la personne, Alia Saperstein, elle a essayé de voir qu'est-ce qui arrive si on compare le fait qu'une personne s'auto-identifie versus si c'est quelqu'un d'autre, par exemple l'enquêteur qui décide quel est le groupe ethnique de la personne. Et ce qui est intéressant, c'est en termes de détermination du revenu, c'est la perception qui est plus forte que l'auto-identification. Vous avez beau vous identifier comme blanche, c'est une étude qui a été faite sur les femmes, vous avez beau vous identifier comme blanche, si l'enquêteur vous perçoit comme non blanche, comme un autre groupe, ça s'appelle latino, votre revenu est inférieur aux blanches. C'est-à-dire, la perception de l'enquêteur ici, évidemment, c'est la perception. On fait l'hypothèse que dans la société, c'est comme ça que ça se passe. Voyez? Et donc, s'il y a discrimination, la discrimination se fait sur la perception de la couleur, au-delà de ce que la personne peut penser qu'elle est. Vous voyez, c'est assez fort ce qui fait qu'il y a beaucoup d'auteurs, et à un moment donné, j'avais fait cette suggestion, mais ça me paraît très difficile. Je me suis dit, dans le fond, si on veut collecter de bonnes données ethniques et raciales, dans l'optique des programmes de combat contre la discrimination, il faudrait des mesures de perception. Comment les gens sont perçus. Pas évident, c'est pas facile, mais cette étude montre que c'est important. Alors, en bref, les contributions présentées dans ce numéro montrent clairement que les catégories de recensement sont des construits sociaux et le plus souvent le résultat de négociations face à des revendications en compétition. Les questions sur la race ou l'origine hispanique aux États-Unis, sur les minorités visibles au Canada, sur les groupes ethniques en Grande-Bretagne, sur les minorités nationales en Hongrie ou sur la couleur au Brésil sont inextricablement liées à l'histoire spécifique de chaque société et reflètent des liens complexes entre l'identité, les attributions, la subordination, le préjugé, l'affiliation, l'expérience des inégalités sociales et le capital social et culturel. Et ceci explique pourquoi les approches sont diversifiées et souvent incohérentes dans la collecte des données ethniques et raciales dans la plupart des pays, même s'il y a une reconnaissance accrue de la diversité et de la nécessité de la mesurer. Je termine sur un texte qui vient tout juste d'être produit, parce que je me suis demandé, le colloque a eu lieu en 2006, le numéro spécial est publié en 2012, on se dit, bon, depuis ce temps-là, il s'est-tu passé des choses? Personnellement, je pense que les choses continuent à se produire de la façon qu'on le décrit dans le bouquin, dans le numéro, où il y a toujours ces compétitions. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de changements depuis. Et une étude de 2012, c'est le même titre que la conférence, heureusement, qui a été publiée en 2012, on ne les a pas copiés. Can we, should we measure ethnicity? Et bon, d'un côté, l'article va exactement dans le sens du numéro, c'est-à-dire qu'il montre comment, en Grande-Bretagne, un groupe qui s'appelle les Cornouaillais, qui est un groupe qui vit dans le sud-ouest de la Grande-Bretagne, ont réclamé que dorénavant, leur groupe fasse partie du recensement. Vous savez, quand on pose une question sur l'ethnicité, on a des groupes. On a des groupes qui sont identifiés. Et le Cornouaillais n'était pas identifié. Ils ont demandé de rajouter leur catégorie dans le recensement. Et évidemment, ça a fait grimper, en tout cas, ça a fait apparaître qu'il existait un groupe de Cornouaillais en Grande-Bretagne. Mais leur conclusion, au-delà de cette étude de cas qu'ils présentent, ils font une réflexion, à mon avis, sans données, mais épistémologique, ou une réflexion, tout comme on fait nous ici aujourd'hui, et concluent que, disons, leur conclusion est pessimiste. Ils parlent d'obstacles probablement insurmontables. Et si on veut collecter des données ethniques au niveau national, au niveau
nationale ou provinciale, que ça pose trop de problèmes et que c'est insurmontable. Eux, ils sont deux auteurs, proposent plutôt de travailler au niveau local, pour moi, puisqu'il y a une diversité très localisée des différents groupes. Notre conclusion à nous, évidemment, n'est pas du tout pessimiste. D'où ce que nous disons, c'est qu'évidemment, il y a des problèmes de comparabilité d'un pays à l'autre. Il y a un problème de comparabilité chez nous, parce que les définitions ont changé dans le temps. Ce n'est pas d'hier. Il y a eu d'autres changements avant, mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est particulièrement difficile de faire le suivi des groupes ethniques, étant donné, on a presque abandonné d'ailleurs cette idée de faire le suivi pour essayer de voir l'évolution des groupes ethniques en tant que tels, étant donné des changements. Mais ce que nous disons, nous, c'est que ces catégories-là demeurent pour nous. C'est ça, je posais la question. Est-ce que, comme l'auteur, est-ce que ça remet en question l'utilité du recensement? Non. À mon avis, ces données-là demeurent encore très valables dans la mesure où elles reflètent la réalité historique. Okay? Les catégories ont changé pour tenir compte des nouvelles réalités. Et c'est ça qu'on veut étudier, nous, les scientifiques, c'est des nouvelles réalités. Qu'on ne puisse pas toujours faire le lien avec le passé, ça pose des problèmes. J'en conviens, mais je ne serais pas partisan de personnes qui diraient qu'il faut abandonner les données ethniques parce qu'elles ne sont plus comparables d'un recensement à l'autre. Je pense qu'il y a toujours moyen de trouver, sauf si évidemment la catégorie canadienne devenait trop importante. Est-ce qu'on a eu des résultats en 2006 sur le groupe ethnique? C'est pas sorti? Est-ce que la catégorie canadienne est importante? En 2006 par rapport à 2001. Mais les Canadiennes, il y en a deux places où il y en a beaucoup. C'est près de Belleville, en Ontario, puis au Saguenay, c'est des Canadiens. C'est deux groupes ethnoculturels bien différents. Oui, intéressant, c'est intéressant. Je termine. 5 minutes, Jean? Sur le cas du Québec, c'est un cas que j'ai particulièrement analysé. J'ai un article dans un des numéros qu'avait préparé Alain Bélanger sur des groupes ethniques et linguistiques au Québec, d'un point de vue historique. On est passé ici au Québec d'une situation où on utilisait des groupes ethniques à une situation où on utilise des groupes linguistiques. On utilise très peu, beaucoup moins la notion de groupe ethnique. En tout cas, pas dans le suivi des débats politiques sur l'avenir du français au Québec. Okay? L'avenir du français au Québec est maintenant basé sur des indicateurs linguistiques. Et évidemment, vous avez vu ces jours-ci des données qui sont sorties sur la langue maternelle et la langue d'usage, qui sont intéressantes, importantes et fondamentales. Je n'ai jamais été partisan d'abandonner ces données-là. Elles sont très importantes parce qu'elles, pour les gens qui veulent étudier l'assimilation, c'est intéressant de savoir quels sont les transferts que les gens font entre la langue maternelle et une langue d'usage. Est-ce qu'il y a des transferts vers le français, etc. Ça, c'est fondamental pour moi. Mais si on veut étudier, avant d'arriver à ma conclusion, la plupart des commentaires que j'ai entendus sur cette question-là, sur la diminution des francophones au Québec, et en particulier à Montréal, outre que beaucoup de gens ont quand même mentionné, ce qui n'était pas toujours le cas dans le passé, que c'est foncièrement lié à l'immigration. La langue maternelle, c'est l'immigration qui vient diversifier les langues. Et la langue maternelle, c'est très proche de l'ethnicité. Hein? On pourrait faire un lien assez... Parce que dans le passé, l'ethnicité, c'était quoi? C'est le lieu d'où venaient les gens. Hein? C'était les Haïtiens, les Jamaïcains, c'était ça, les groupes ethniques. Alors, les langues maternelles, c'est moins directement relié à l'ethnicité, mais il y a un lien assez important qu'on peut faire entre les langues et l'ethnicité. Toujours est-il que si on veut étudier l'assimilation, ces données sont valables. Par contre, si on veut voir quel est l'état du français au Québec, à la limite, je suis quasiment d'accord avec mes collègues Charbonneau, Henri Pain et Légaré qui ont fait des projections sur des groupes ethniques il y a bien des années de ça. Et qui, eux, avaient juste deux groupes, francophones et anglophones. Parce qu'ils se disaient, de toute façon, les gens ne peuvent pas être allophones. Tu ne peux pas être allophone au Québec. Tu peux parler ta langue chez toi, mais tu vas en parler où? Là? Tu es ou bien francophone ou bien anglophone, en dehors de ta maison. Et donc, eux, leur projection était basée sur deux groupes. Et ça, ça m'est revenu dernièrement. Je me suis dit, dans le fond, ils font une hypothèse implicite, dans le fond, que les gens vont, tôt ou tard, adopter l'une ou l'autre des langues. Okay? Et c'est là d'où la question importante de savoir
quelle langue va utiliser. Bon, ils utilisaient aussi les indicateurs du moment qui existaient à l'époque, la langue maternelle, langue d'usage. Mais il reste que la question qui se pose pour nous, c'est quels indicateurs de quoi avons-nous besoin si on veut savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la situation du français au Québec. Et pour moi, et c'est là que je diverge avec un certain nombre de personnes, ce sont les langues, les indicateurs de langue publique commune. C'est ça la politique. Ce n'est pas une question personnelle. Moi, je parle de l'idée. C'est quoi notre politique? Ce n'est pas une politique d'assimilation. La politique d'immigration du Québec et la politique linguistique, si vous regardez les textes, depuis les années 70, il y a eu un revirement, et en particulier la nouvelle politique d'intégration qui a été adoptée au début des années 90, qui n'a jamais été remise en question par personne, ni par le Parti québécois, ni par personne. Cette politique-là dit que ce qu'on veut au Québec, c'est une langue publique commune. C'est ça l'objectif de la politique. Si on veut l'évaluer, en tant que scientifique, si on veut évaluer cette politique, il nous faut des indicateurs de langue publique commune. Et malheureusement, ces indicateurs-là ne sont plus dans le questionnaire obligatoire. Je pense qu'on les a renvoyés dans un questionnaire facultatif. Il y a la question de la langue. Pour moi, c'est la langue de travail. L'école, c'est plus ou moins réglé. Hein? Il y a encore des gens au Parti québécois qui voudraient mettre du français dans les garderies, là, mais si on oublie ça, là, les cégeps. Mais en gros, tout le monde est d'accord pour dire que la loi 101 a eu ses effets. Okay? Donc, au niveau de l'école, je pense que les indicateurs sont très, 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 très positifs au niveau de la situation de la langue française. Au niveau du travail, c'est autre chose. Mais même les dernières données que j'ai vues, moi, sur le recensement de 2006, je pense, sur la langue du travail, c'est assez, surtout à Montréal, évidemment, la proportion des gens qui travaillent en français est assez élevée. Il y a des gens qui travaillent dans les deux langues aussi, ça devient assez élevé. Mais il y a une proportion importante qui travaille en anglais, et c'est peut-être là-dessus. Si on veut avoir des politiques publiques linguistiques, il faut travailler sur la langue publique. Et de la même façon que la loi 101 a imposé le français aux écoles, il faut, au niveau du milieu du travail, qu'on ait des programmes, que ce soit incitatif, que ce soit obligatoire, que ce soit n'importe quoi, pour essayer de faciliter, de franciser le marché du travail, dans une certaine mesure. Ça, c'est un autre problème des statisticiens, c'est que nous, on parle comme s'il y avait un 100%. C'est comme si on peut imaginer qu'on peut avoir 100% de personnes qui vont travailler en français au Québec. Impossible. Impossible. Donc, ce qu'il faut mesurer, ce n'est pas le 100%. Supposons que c'est 80%. Fictif. Okay? Ben, c'est par rapport aux 80% qu'il faut mesurer nos atteintes, non pas par rapport aux 100%, parce que c'est impossible d'atteindre ça. Il y aura toujours une proportion de la population québécoise qui travaillera uniquement en anglais. Alors, moi, c'est le propos que... Et actuellement, dans l'opinion publique, on entend tellement parler de le gouvernement devrait faire ci, le gouvernement devrait faire ça. Le gouvernement ne peut rien faire. Le gouvernement ne peut pas changer la langue maternelle. Vous pouvez avoir un décret pour changer la langue maternelle, puis vous ne pouvez pas imposer aux gens de parler quelque langue que ce soit dans la maison. OK? Donc, au niveau des politiques gouvernementales, oubliez ça. Mais actuellement, quand vous écoutez les gens à la radio, puis c'est de ça qu'on parle de ça. Et même le Parti québécois profite de ça pour dire, ouais, on va faire avancer. Bon, là, il parle de la loi 101, donc c'est dans le domaine public. Et on voit encore qu'il y a une certaine idée que cette question pose des problèmes. La seule façon que le gouvernement pourrait arrêter ça, c'est de couper l'immigration, la mettre à zéro. Et même là, des projections de Termote, et je pense que Jacques Ledant est impliqué là-dedans. Non, plus maintenant, mais tu sais, il y a des projections qui montraient que même si tu coupes l'immigration à zéro, ça va continuer, quoi, parce qu'ils sont là. Et c'est un fait lié à l'histoire de l'immigration du Québec. Je m'arrête ici. Merci. J'imagine que ces commentaires-là vont susciter des réactions. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut briser la glace. Oui, c'est ça. Oui, allez-y. Merci. Jean-Guy Prévost de l'UQAM. D'abord, je veux simplement dire que je souscris tout à fait à ce que vous avez dit sur les statistiques linguistiques. En m'en venant, on a cherché à me faire signer une pétition qui disait que finalement, les résultats du recensement étaient apocalyptiques. Et puis, j'ai essayé d'expliquer pendant 2-3 minutes qu'on ne pouvait pas tirer de telles conclusions, mais il fallait que je m'en vienne ici.
En ce qui concerne, les statistiques de type ethnique, et particulièrement le Canada, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que à la suite de la campagne Count Me Canadian, des changements qui ont été apportés aux catégories ethniques, le fait qu'on pouvait revendiquer plusieurs origines, par exemple, que c'était plus seulement l'ancêtre paternel, a rendu cette série très difficile à traiter et qu'en même temps, pour des raisons très pragmatiques et politiques, on a fait émerger la catégorie des minorités visibles parce qu'il y avait une loi sur l'équité en emploi qui l'exigeait et que ces nouvelles données qui sont produites depuis 1996 sont maintenant les données ethniques, je dirais, pertinentes politiquement au Canada. Je pense même dans mon université, de temps en temps, il faut remplir des cases pour dire combien on a de gens suivant ce système de catégories où il y a 9 ou 10 catégories. Et là, c'est vraiment un blanc avec les autres, mais les autres distingués de diverses manières. Donc, pensez-vous pas que cette série statistique est devenue beaucoup plus significative que les statistiques ethniques traditionnelles qui avaient été conçues dans le cadre de la politique d'immigration caduque, évidemment, là, des années 20, 30, 40? Je suis d'accord. Dans le temps de l'âge d'or des statistiques ethniques que j'appelle, c'est vraiment une époque historique où la société canadienne était une société, on parlait de dualité. Alors, les statistiques ethniques à ce moment-là étaient tout à fait, rendaient compte de ça. Puis, il n'y avait pas de réponse multiple. Alors, qui sont maintenant possibles dans les recensements. Et ce qui faisait qu'on pouvait suivre d'un recensement à l'autre, d'ailleurs, l'évolution des groupes ethniques. Et c'était tout à fait pertinent dans une époque historique où, effectivement, la société canadienne se définissait comme étant duale, je ne sais pas si ça se dit, là, mais plutôt que pluraliste, si vous voulez. Hein. Et c'est le pluralisme, la diversité liée à l'immigration qui a vraiment remis en question la pertinence ou l'utilité de ce genre de statistiques. Les réponses multiples, pour moi, ça a été dans une société pluraliste, dans une société où la diversité s'est accrue, ça s'imposait. Et évidemment, ça rend difficile la comparaison avec les autres années de recensement, mais bon, tu veux qu'on fasse. Ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de décrire la diversité telle qu'elle se produit dans la société. Et dans ce sens-là, oui, moi je trouve que ça a beaucoup amélioré les données, les réponses multiples. Il reste que, comme je vous dis, là, si je n'ai pas travaillé sur les données ethniques récemment, je ne sais pas s'il y a encore moyen de faire des rapprochements avec les autres recensements. Avec les réponses multiples, c'est un peu plus difficile. Mais il y a quand même moyen, à un moment donné, de regrouper, si on avait des données détaillées, là, de regrouper puis de voir un peu comment ça va. Mais le fait est qu'il y a une diversité. Et la diversité n'est pas uniquement au niveau des individus, elle est dans la personne même. Okay, je ne sais pas si vous avez lu le texte de Rima El Khoury dans la presse, une allophone dans je ne sais pas quoi, là, dans le placard. Voilà, c'est la situation de plus en plus de personnes qui travaillent en français. Je veux dire, Rima El Khoury, personne pourrait lui enlever son titre de francophone. Elle travaille en français, elle écrit dans la presse tous les jours. Et elle le dit, elle parle arabe, mais avec difficulté quand sa grand-mère est là. Et puis, ça lui fait reprocher d'ailleurs qu'elle parle passé arabe. Mais il y a des situations comme ça où les gens à la maison vont parler une langue, 2 langues, 3 langues. Alors, il y a même des situations, dans les études qualitatives, on ne peut pas généraliser, mais des situations où les gens parlent 3 langues dans la maison. Parce que les enfants sont à l'école, ils apprennent le français, et puis et en même temps, les parents veulent apprendre le français, ils parlent en français avec leurs parents, mais de temps en temps, les parents vont switcher dans leur langue. Alors, il y a vraiment ce plurilinguisme qui existe dans la sphère privée. Le plurilinguisme est moins évident dans la sphère publique, parce que les gens peuvent parler l'italien entre eux quand ils se retrouvent, s'ils savent, quand ils se retrouvent entre groupes, dans les fêtes sociales, etc. Mais en général, dans le public, dans la sphère publique, on parle français ou anglais. Et juste une petite remarque, malgré le fait que j'ai donné l'impression d'une certaine évolution positive dans la façon de tenir compte de la diversité, il ne faut jamais
jamais prendre ça pour acquis. Parce que les retours en arrière peuvent être très rapides. Et on peut très bien au Canada, à un moment donné, si vous avez un groupe d'extrême droite très fort qui dit, nous, là, on est tous Canadiens ici. Là, hein? On ne veut plus rien savoir de ces histoires ethniques-là. Il peut y avoir un renversement très rapide. Et aux États-Unis, il y a des groupes, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais il y a des revendications très fortes concernant l'idée que les statistiques ethniques divisent. Les statistiques qui divisent, c'est pas que la société est divisée, mais ce sont les statistiques qui divisent. Sûrement. Ah oui, oui. Merci. Je trouve que ça a été extrêmement intéressant, tout ton exposé, puis de voir aussi comment... Moi, je connais bien la situation canadienne, moins bien les situations à l'extérieur. Mais la difficulté de mesurer l'origine ethnique, elle ne découle pas du fait que la société est de plus en plus diverse et que cette diversité-là se mesurerait par plusieurs dimensions. Auparavant, quand on avait un Italien qui immigrait au Canada, on savait que c'était catholique, qui parlait l'italien, probablement qu'il venait d'un village du sud de l'Italie, qui travaillait dans la construction. mais aujourd'hui, on a des immigrants qui viennent de toutes sortes d'endroits, d'une part, plusieurs centaines de pays. Ouais. Mais en plus, même un Indo-Pakistanais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être musulman, ça peut être catholique, hindou, ça parle, je ne sais pas combien de langues, le Punjabi peut-être la plus importante, mais il y a plusieurs dimensions à la diversité, ce qui fait que ce n'est pas seulement la couleur de la peau ou l'origine, le pays de naissance, mais qu'on peut seulement la mesurer à partir de nombreuses variables, comme on tente de le faire, je pense, dans le recensement canadien, parce qu'on a quand même, on est choyé au Canada, on ne va pas mesurer la diversité ethnique. Oui, je suis tout à fait d'accord. J'en ai pas parlé, mais pour moi, c'est clair que au-delà de la catégorie ethnique en tant que telle, il y a l'idée du groupe ethnique. Je n'ai pas parlé des groupes, j'ai parlé des catégories. Okay? Les groupes qu'on définit comme étant ethniques, et tu l'as mentionné, ne sont pas homogènes. Okay? On ne peut plus parler des Indo-Pakistanais. On peut plus parler des Haïtiens, des Jamaïcains. Il y a une hiérarchie, je dirais, sociale, hein, une stratification sociale à l'intérieur de ces groupes-là. Donc, il faut tenir compte. Et ça, les données de recensement, on peut le faire. On peut tenir compte de la classe sociale, du revenu, si vous voulez, du statut socio-économique des gens, qui sont très divers, qui varient beaucoup, à l'intérieur d'un groupe. Et c'est pas vrai que au Québec, on utilisait la notion de communauté culturelle. Et ça a été beaucoup critiqué par les sociologues et les anthropologues pour dire on ne peut pas parler d'une communauté culturelle. Il y a tellement de diversité. C'est comme on dit des Arabes. Je veux dire, ça n'existe pas, le groupe arabe. Il existe des personnes qui parlent arabe, mais qui ont plein d'autres attributs qui les différencient considérablement les uns des autres. Et là, je suis d'accord avec toi, et je vais aller plus loin. Pour moi, je considère que les données ethniques et linguistiques du recensement canadien sont parmi les meilleures au monde. Parce qu'on peut aller très loin dans la différenciation, dans l'analyse. Tu peux rajouter la langue avec le groupe ethnique, tu rajoutes la langue, tu rajoutes le pays de naissance, tu rajoutes la religion. Et là, tu es en mesure de faire des belles analyses sur la diversité, qui n'est pas uniquement ethnique, mais qu'elle est également sociale, mais reliée aussi à l'ethnicité. Et pour moi, je ne sais pas si, dernièrement, peut-être que je suis un petit peu en dehors des trucs, mais vous autres, vous êtes dedans à plein jour, de tous les jours. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de travaux qui se font actuellement qui combinent toutes ces variables-là pour essayer de voir un peu la diversité et de montrer l'hétérogénéité des groupes ethniques. Tu dis non, Jacques? Pour moi, c'est ça, l'utilité de ces données-là. Hein? C'est le fondement du modèle de microsimulation d'Hémocine que j'avais développé à Statistique Canada, c'est de projeter l'ensemble des caractéristiques qui permettent de mesurer la diversité ethnique. On ne projette pas que le groupe de minorités visibles
on projette aussi le lieu de naissance, la langue et la religion en même temps, parce que tous ces facteurs-là ont des conséquences à la fois sur les comportements démographiques, mais aussi sur les comportements socio-économiques ou les conséquences socio-économiques, sur la participation sur le marché du travail ou autre. Ça, c'est le rapport qui est sorti là, de StatCan sur la projection des on avait appelé ça la première fois la projection de groupes de minorités visibles parce que ça faisait partie d'une série qui auparavant était faite unidimensionnelle, si on veut, mais à partir du modèle que j'avais développé en 2005, qui a été mis à jour en 2010. Là. Mais il y a l'ensemble, toutes ces statistiques-là sont utilisées dans le modèle. Mais, je vais-tu garder le micro encore? Peut-être, juste, je ne sais pas si je devrais faire ça, là, mais tu as dit que les indicateurs linguistiques sont positifs. J'aimerais que tu élabores un peu sur cette question-là, parce que André Pratt, lui, il dit le progrès du français. Tous les autres, ils disent le déclin du français. Les proportions de francophones diminuent, qu'on utilise la langue maternelle ou la langue d'usage un peu partout dans le pays, peu importe la région qu'on utilise, le Montréal ou l'île ou la région métropolitaine ou le Québec dans son ensemble ou le Canada dans son ensemble. Comment qu'on peut arriver à dire que les indicateurs sont positifs? C'est vrai qu'il y a une amélioration par rapport à l'époque pré-loi 101. C'est vrai que les immigrants transfèrent vers le français de façon beaucoup plus importante que c'était dans le passé. Les italophones qui étaient francotropes, l'italien, c'est probablement la langue la plus facile à apprendre pour un Français. C'est probablement le vrai aussi l'inverse. Pour un Italien, ça doit être le français qui est la langue la plus facile à apprendre. Pourtant, les Italiens de l'époque, avant la loi 101, ont transité vers l'anglais de façon majoritaire. Aujourd'hui, ils ne parlent plus italien à la maison, ils parlent l'anglais, en grande partie. Sauf ceux qui étaient arrivés peut-être au début du siècle. Foglia, Foglia n'est peut-être pas arrivé si tôt que ça, mais Curzi, tiens, c'est un descendant d'immigrants italiens. Je vais juste répondre à ta question, parce que si on veut retourner... Pour moi, que ça s'améliore, c'est une bonne chose, il faut le dire, il faut être content, puis de ça, c'est un résultat certain de la politique, de la loi 101, mais est-ce que c'est suffisant, cette amélioration-là? Par exemple, on parle que 56%, on dit une majorité des allophones vont transférer vers le français plutôt que l'anglais, ou une majorité vont au cégep en français, une majorité, ils vont pas tous, mais en grande partie à l'école primaire, secondaire à cause de la loi 101 en français. Bon, c'est très bien tout ça, mais est-ce que c'est suffisant pour que les indicateurs soient positifs? Parce qu'à mon avis, pour que les indicateurs soient positifs, il faudrait que ça soit plus qu'une majorité. Il faudrait que ça soit une proportion équivalente au poids des francophones au Québec par rapport aux langues officielles, aux dénominateurs. Le problème de mettre au dénominateur des allophones, puis au numérateur juste les Français, j'en conviens, c'est trompeur de dire ça, parce que, évidemment, les Français diminuent, les Anglais diminuent, parce que les allophones montent. Mais si on les retire, on peut avoir un indicateur. Quelle est la proportion du français à l'intérieur des langues officielles au Québec? Ça devrait être ça qui est la cible. Puis tant qu'on n'a pas cette cible-là, les indicateurs, en fait, le français décline, à mon avis. Là, tu parles de la langue d'usage. Que ce soit la langue d'usage, la langue d'usage public, la langue à la maison, peu importe. On utilise n'importe quel des trois. En fait, on peut utiliser les trois différentes variables principales de mesure qui sont au recensement, puis on arrive aux mêmes conclusions si on enlève les allophones du dénominateur. En fait, même la langue d'usage public diminue plus rapidement ou des indicateurs plus faibles que la langue maternelle quand on fait ça. Je ne sais pas où tu prends les données, parce qu'il n'y a tellement pas de données sur la langue d'usage public. Il y en a un petit peu sur le marché du travail maintenant. Et moi, mon idée, le débat pour moi ne peut pas être clos parce qu'on ne les a pas les données. On est toujours en train de parler de la langue maternelle, de la langue d'usage. Et ça, pour moi, c'est ni négatif ni positif. Okay? C'est neutre parce qu'on a une politique d'immigration de 50 000 personnes par année, puis ils viennent de 125 pays différents. Bien, faites le calcul mathématique. C'est pas politique, c'est mathématique. OK? Je veux dire, on va arrêter, là. Donc, c'est ni positif ni négatif. Moi, j'en suis pas là-dessus.
le fait que la proportion de francophones diminue avec ces indicateurs-là, c'est que je fasse. Pour moi, il n'y a rien à faire, sauf arrêter l'immigration, puis c'est pas mon choix. Bon, maintenant, ce qui est positif pour moi, et je ne suis pas sûr que j'ai dit que c'était positif, mais ce qui est positif, c'est l'éducation. Ça, pour moi, la loi 101, au niveau de l'éducation, ça a eu son impact. C'est clair. Bon. Est-ce que les gens parlent français à la maison? C'est autre chose. Ça. Mais ça a eu un impact sur la francisation des immigrants, c'est clair. Bon. Sur le marché du travail, on n'a pas de série. On ne peut pas savoir si ça s'est amélioré ou ça ne s'est pas amélioré. On a des données. Peut-être que maintenant, on a 2 recensements maintenant. On a 2 recensements. Ouais. Avec, évidemment, l'enquête nationale sur les ménages, les données vont être biaisées. On s'attend à ce qu'elles ne sont pas représentatives comme étaient celles des recensements où on était obligé de répondre. Mais ce n'est pas juste le travail. Il faut des données sur la langue du commerce. Bon, là, il y a eu des rapports du Conseil de la langue française sur le commerce. Une seule enquête qui a été faite il y a presque 15 ans. Là, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas fait cette enquête. C'est ça mon point. Ouais. À chaque fois, je dis, il nous faut des indicateurs de langue publique commune, s'il vous plaît. Et là, on va pouvoir discuter. Mais on ne peut pas discuter à partir de la langue maternelle et de la langue d'usage. On ne peut pas discuter non plus le fait que Montréal, c'est en train d'aller en bas du 50 %. On ne peut pas discuter de ça. C'est neutre. C'est le résultat des immigrants qui s'en viennent sur l'île de Montréal et que les francophones s'en aillent à l'extérieur. Non, tous ces phénomènes-là existent, c'est vrai. Mais c'est pas neutre. C'est pas neutre. La langue d'usage à la maison, c'est pas neutre. C'est un indicateur important de la transition qui va être réalisée au travers des générations. Généralement, la langue d'usage à la maison des immigrants ou des allophones va demeurer leur langue maternelle. Puis c'est normal. Moi, quand j'ai étudié aux États-Unis avec ma femme, on parlait pas anglais à la maison. Là. Je travaillais en anglais, mais je parlais français à la maison. C'est normal. Il n'y a pas aucun problème à continuer à parler sa langue maternelle. Même après 3 générations. Hein? Oui, mais c'est plutôt rare. C'est très rare. Très rare. Des fois, il y a un retour. La deuxième génération va avoir appris généralement la langue des parents, mais ne l'utilisera même pas une fois mariés. Ils vont trouver un conjoint ou une conjointe au pays. Puis il y a des grandes chances, sauf certains groupes ethniques, justement, que par un mariage ou une union, ils vont avoir une union mixte, puis ils vont choisir une langue. Probablement l'anglais, d'ailleurs, c'est ce qui se produit. Quand il y a des unions mixtes, c'est plus souvent l'anglais que le français qui est choisi. Parce que l'anglais est plus souvent la langue commune que les deux vont connaître que le français. Je suis un petit peu plus vieux que toi, là. Dans les années 70, là. Okay, à Montréal, c'était une ville anglaise. Ouais. Okay? C'est là qu'il y a du progrès. Ah, oui, non, le monde travaillait en anglais. Tu ne peux pas te faire servir en français. Là, tu peux te faire servir en français. OK, dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi. Il y a des nets progrès depuis 1970, mais est-ce qu'entre les 2 derniers recensements, il y a un progrès? Ça me paraît difficile Au niveau de la langue publique, c'est ça que je veux savoir, moi. La langue publique, on ne le saura pas. Ben oui, mais c'est ça qu'il faut. C'est ça notre politique. On n'a pas une politique d'assimilation puis de forcer les gens à parler le français à la maison. On a une politique, voilà. Y a-t-il d'autres questions, Jean? Oui. On est parti, là, parce que c'est... Oui. Ah, ben oui, il y en a une autre ici. Je connais. En fait, je voulais seulement faire un commentaire sur la langue d'usage public. Moi, je suis immigrante, ma langue maternelle est espagnole. Des fois, quand je parle, je me suis déjà fait dire que je viens de l'Europe de l'Est, parce qu'il semble que je parle comme une Russe. Mais j'ai eu l'expérience plusieurs fois, lorsque je vais dans un commerce, de me faire servir. Je parle en français, c'est ma langue, la langue que je choisis ici. Mais quand ils entendent mon accent, je me fais servir en anglais. Et ce sont des francophones qui font ça. Et c'est moi qui dis, non, monsieur, je parle français. Donc, il y a aussi une question, je comprends, des immigrantes qui doivent choisir, mais il y a aussi une question des francophones qui doivent aussi choisir de défendre leur langue. J'arrive de mon cours d'espagnol tout à l'heure. Le prof qui est ici au Québec depuis des années, hein, il vient du Pérou, non du Chili, excusez, et qui dit exactement ça. Il dit, je vais dans les commerces, puis les gens me parlent en anglais. J'allais faire ce commentaire avant que vous preniez la parole pour dire, il y a un problème, je ne sais pas quel terme utiliser, OK? Je ne sais pas pourquoi ça se fait. Mais moi, ça m'arrive souvent, si je vais dans le Vieux-Montréal, c'est systématique dans le Vieux-Montréal, tu vas dans un restaurant, tu vas n'importe où, la première chose, on te sert en anglais. C'est quoi? Moi, je pense que je n'ai pas d'accent, j'ai un accent, mais un accent qui n'est pas reconnaissable. Tu sais, je viens de l'Ontario, moi, je pense que j'ai perdu mon accent franco-ontarien. Je peux le reprendre si vous voulez, mais je l'ai perdu.
Mais je me fais servir. Évidemment, je n'ai pas parlé, je suis juste assis, là, puis là, on sert en anglais. Je pense que c'est un gros problème actuellement à Montréal. Okay? Je ne sais pas qu'est-ce que ça joue si on voulait pondérer les facteurs qui fait que... mais je pense que ça améliorerait énormément l'usage du français. Deux choses, de la part des francophones. Premièrement, tu parles en français. Moi, je vis dans Notre-Dame-de-Grâce. J'ai beaucoup de commerces qui sont tenus par des Asiatiques. Je parle en français. Et ils me comprennent. Et ils essaient de me parler en français. Des fois, ça leur prend du temps, mais ils sont très fiers après quand 3 semaines plus tard, ils me disent, ils savent que c'est quoi une pinte de lait. Je parle en français. Okay? Et ils me parlent en français. Et je pense que c'est vrai aussi quand les gens vont dans les commerces, les gens devraient commencer par parler. Là, la mode actuellement, c'est hi, bonjour. Comme ils ne savent pas si les gens sont anglophones ou francophones, hi, bonjour. Je pense qu'au Québec, les gens devraient commencer par parler en français. Évidemment, nous sommes très, très polis. Si quelqu'un ne comprend pas un seul mot de français, tu vas être fier d'utiliser ton anglais, parce qu'on est bilingue quand même, tu vois. Puis c'est le fun d'utiliser l'anglais de temps en temps. Mais tu le fais dans un cas où les gens... Est-ce qu'on est dans l'anecdotique ici? Il se peut qu'on soit dans l'anecdotique, mais je l'ai tellement entendu souvent, cette remarque-là, que je me suis dit, il y a un petit problème là, d'utilisation du français qui devrait être fait. Je pourrais aller beaucoup plus loin que ça. Je pourrais vous dire que dans les universités, les professeurs ont tendance à donner juste des textes en anglais. Mais moi, j'ai des tonnes d'articles en français que je pourrais donner qui sont aussi bons que des références en anglais. Mais on donne de l'anglais. Nos étudiants, au niveau maîtrise, doctorat, je ne sais pas, au niveau du premier cycle, au maîtrise, doctorat, il faut qu'ils lisent en anglais. Il faut lire en anglais, mais il y a plein de choses qui se font en français qui sont également très bonnes. Les Américains vont vous dire non. On dit, en dehors de l'anglais, il ne se fait pas grand-chose de bon. Ça, je l'ai entendu très souvent. Mais ce n'est pas vrai. Et il y a une certaine, je ne sais pas quel mot utiliser, je ne veux pas insulter le monde, là, mais un certain colonialisme, d'autocolonialisme, je ne sais pas comment utiliser ça. Pas économique, oui. Un petit peu plus tard. Surtout quand on commence sur la langue comme ça, je pense que c'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est ça. Moi, je voulais peut-être seulement en terminant, je vais m'octroyer le mot de la fin et revenir sur la dernière diapositive, je pense, où tu disais que les données de recensement pouvaient être très, très utiles pour peut-être pour mesurer, mesurer la diversité ou indiquer la diversité dans l'optique d'un modèle d'intégration, donc de lutte à la discrimination. On pourrait peut-être penser que c'est ce qui condamne peut-être dans plusieurs pays le recensement, comme peut-être au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, ou pour des motifs soit idéologiques liés à la confidentialité, ou des motifs budgétaires comme aux États-Unis, ou un peu des deux en Grande-Bretagne, on est en train d'abandonner les recensements, mais on peut se demander si la vraie raison derrière tout ça, c'est justement que les données de recensement servent à illustrer finalement des situations d'inégalité sociale. Sur ça, oui. Pas juste dire ça. Juste l'exemple de député fédéral Bernier. Vous connaissez M. Bernier? Il a dit textuellement, quand il y a eu l'annonce d'éliminer, de rendre le questionnaire non obligatoire, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, pourquoi est-ce qu'on faudrait des statistiques dont se servent des gens qui sont en opposition à nous pour critiquer le gouvernement? Textuel. Bien, donc, merci encore, Victor, pour cet exposé-là. On va lancer le débat. Donc, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine. Il y a un séminaire jeudi prochain ici par Shelley Clark de l'Université McGill sur l'approche des parcours de vie utilisés pour l'étude de la démographie en Afrique.
Donc, je vous invite à consulter notre site pour avoir plus d'informations sur le séminaire et sur toutes nos autres activités de formation ou d'animation scientifique. Merci beaucoup.